Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver mesdames, messieurs. Merci d'être là avec nous dans votre magazine Bonjour d'Algérie qui s'annonce avec un soupçon d'art ce matin puisque nous aurons le plaisir de recevoir Amin Qadi, il est plasticien, doublé d'architecte et il lance un nouveau concept puisqu'il décide de rompre la routine de son bureau d'architecture pour accueillir les visiteurs telle une galerie. Et bien sûr, Amin Qadi va nous parler de sa démarche artistique, lui qui nous annonce une exposition intitulée L'hiver sera abstrait pour 2024. Alors, dans cette matinale, nous aurons également le plaisir de parler d'art, mais différemment d'art et de littérature, notamment avec Jawed Rostom Touati, qui sera parmi nous ce matin, ce jeune romancier, nouvelliste, également présentateur de télévision, bien sûr, fait partie de cette génération parmi les plus productives, les plus actives de cette dernière décennie. Aujourd'hui, il revient sur son dernier ouvrage sorti en 2023, Misère de la littérature, qui, comme son nom l'indique, va se prononcer quant à la question de la littérature chez nous, mais aussi la jeune littérature notamment. Donc tout à l'heure, le détail avec Jawed Rostom qui a été invité par la ville de Tizi Ouzou cette semaine également. Donc dans notre matinale, nous aurons aussi l'occasion de parler d'architecture dans la rubrique de Fella Bennour qui se consacre à la diaspora évoluant entre donc sur la passerelle unissant donc les deux rives de la Méditerranée entre le pays d'accueil et les pays d'accueil et le pays d'origine, c'est-à-dire l'Algérie. Et puis nous aurons aussi le plaisir de revenir sur le sport, oui, et cet exploit de l'équipe de handball qui a fini deuxième à la CAN en Égypte. Bien sûr, les objectifs sont atteints pour le 7 national et Mokhtar Hammani nous en donnera plus de détails. Il reviendra également sur le démarrage des huitièmes de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette matinale, nous retrouverons également Yazid Ait Mahiddine pour son éditorial et puis également, donc, nous aurons le plaisir de parler voilà, d'art culinaire, oui, je disais d'art culinaire, bien sûr, avec les saveurs algériennes, voilà, savamment, je dirais, présentées par notre amie Samia Zerouali. Ce sera à 9h pile dans notre émission. Donc, merci encore une fois pour votre attention. J'espère que ces thématiques retiendront votre attention et en tout cas, je sais que tout le monde attend la météo et nous y compris. Donc, c'est pour tout de suite, rien que pour vous avec Amel Aribi. C'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci Amel de nous donner les détails du ciel. Bonjour d'abord. Bonjour Nadia, ça et va? zappez de votre tête l'image du parapluie, s'il vous plaît. Ouais, franchement, c'est pas. Il faut la zapper celle-là. Ah, ouais. C'est pas d'actualité en tout cas. Absolument. Ah, ça va durer, hein, franchement. On le ressent. Il fait un temps très doux sur Alger. Doux, même. On vous envoie quelques rayons de soleil où que vous soyez. Je sais qu'il fait froid en Europe, par exemple. Hein, c'est pas doux, c'est très chaud. C'est très chaud. Hier, on l'a bien janvier, senti. Oui. On s'est presque dévêtis, on a enlevé nos vestes, voilà, c'était un temps printanier. Exact. Qu'en est-il d'aujourd'hui, s'il vous plaît, Amel? Allons-y. Alors, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume et des nuages bas persistants durant la journée sur les régions côtières et proches côtières de l'ouest, centre-ouest, également vers l'extrême est, sous un ciel dégagé à partiellement voilé sur le centre et l'est. La moitié sud, rien à signaler également, un temps dégagé à partiellement voilé, mais à noter des vents assez fort vers le Sahara central, l'extrême sud, le Égard, le Tassili, qui va engendrer des sondes de sable. Donc soyez très prudents. La visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Les températures, eh bien, elles seront hors saison sur une grande partie des régions nord, avec un maximum de 26 degrés aujourd'hui du côté de Tiaret, 20 degrés à Tlemcen, 18 degrés au Oran, également à Naba, 21 à Alger, 24 à Tizi Ouzou, 22 Batna,
21 à Djelfa, 19 seulement cette fois-ci à Al-Bayad. Au sud, 20 degrés à Biskra, 23 à Béchar, 25 à Gardaya, 23 à Ilizi également à Janet, 24 à Tindouf, 27 Tamanrasset, Ingezem, 28 degrés Insalah, Borj Bedjimourtar et 29 degrés le maximum cette fois-ci à Adrar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest, peu agitée sur les côtes centre et est, des vents variables à l'ouest avec des vents faibles 10 à 20 km/h, 20 à 40 km/h sur les côtes centre et est et les vents seront de secteur est. Et on termine bien sûr ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, on aura le continent européen. Pour aujourd'hui, pardon, eh bien, le ciel restera plutôt dégagé à Berlin, également Rome, partiellement voilé à Londres, et Vienne et Madrid. Des pluies attendues du côté d'Istanbul, mais nuageux à Lisbonne, Moscou et Kiev. Côté Mercure, eh bien, on relèvera un minimum de moins 5 degrés à Moscou, moins 2 à Kiev, 6 degrés à Berlin, 18 à Paris, 15 à Rome, 6 à Istanbul, 16 Madrid et enfin 18 degrés Paris et Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, merci pour tous ces détails, Amalie. Merci, Radia. Excellente journée à vous aussi. À vous aussi. Voilà, j'espère que vous profiterez pleinement de cette belle journée très ensoleillée sur Alger et partout ailleurs dans le pays. En tout cas, on est ravis de vous servir ce matin jusqu'à 9h30 et bien sûr, on est ravis aussi d'avoir une pensée pour nos amis palestiniens. C'est à travers la chanson que nous l'exprimons, ce soutien et cette indéfectible vraiment compassion pour nos chers frères palestiniens. Tout de suite, des Pink Floyd, Palestine. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand one day. Deep in my heart, I do believe that we'll work hand in hand one day. And we'll break down the prison walls. We will tear down those prison walls. Together we will tear down the prison walls on that day. Deep in my heart, I do believe that we will tear down all those prison walls on that day.
us free. The truth will set us free. C'était là cette chanson mythique, We Shall Overcome, interprétée par Roger Waters des Pink Floyd. Et puis, sur cette note, nous allons accueillir Mortar Hamani qui va nous faire le round-up sportif Jarry ce matin. Bonjour, voilà, on passe la deuxième ou la troisième. Passer au sport. Bonjour Mortar. C'est des belles chansons, hein, des Pink Oui, Floyd. oui, absolument. Bonjour Ladia. J'adore. Ouais. Ouais. Ça va? Ça va, la baisse, Là, très matinale. bien. Alors, On est en forme, la pêche. Vous suivez de très près notre set gagnant hein, qui a participé à cette Coupe d'Afrique des Nations de handball. Hein. Ah oui, quelle prestation du set national avec l'entraîneur national Farouk Dhili qui a mené cette équipe jusqu'à la finale. C'est plus qu'un objectif atteint. Très bien, On voulait c'est atteindre excellent. donc, le podium et c'est fait cette fois-ci une deuxième place derrière l'Égypte. Victoire logique des Égyptiens qui dominent ces 5 dernières années le continent africain avec un 9e titre. On va voir un petit peu les images de ce Avec plaisir. sacre égyptien et surtout cette combativité des joueurs algériens. Dans cette finale, il faut rappeler que les Algériens se sont qualifiés aux dépens. Déjà au premier tour, ils avaient battu le Gabon, la Libye et le Maroc dans un chaud derby. Avant de rencontrer donc en demi-finale le Cap-Vert et pour passer en finale ensuite, affronter l'Égypte qui a décroché sa 9e couronne africaine, alors que sur le plan africain, les Algériens ont déjà 7 Coupes d'Afrique des Nations. Les Algériens qui sont les meilleurs sur ce plan, et sur le plan collectif, sport collectif. C'est un des sports tout phares en Algérie, en tout cas. tout Il se sport pratique confondu, beaucoup, le c'est mieux handball que le en football. Algérie. Le football n'a seulement que 2 couronnes, alors que les handballeurs En ont 7 et on se rappelle encore et toutes on ces se rappelle légendes. en 2014. En 2014, c'était le dernier titre ici à la salle Hacha qui avait affiché plein. Et cette fois-ci, grâce à cette deuxième place, l'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde prévue en Croatie, Danemark et Norvège. Alors que pour passer au prochain tour et surtout aller disputer une place qualificative au tournoi olympique, donc à Paris. Il faut passer par le tournoi qualificatif en mois de mars, le deuxième, l'Algérie la troisième. Et là, je vous propose de suivre un petit peu le podium, les meilleurs moments et surtout le podium, la remise du trophée et la médaille d'argent pour les Algériens. Il y avait Wahiba Belhawa au commentaire, notre spécialiste maison en matière de handball, qu'on retrouve et qu'on entend avec grand plaisir. Là, c'est les athlètes algériens qui s'apprêtaient à recevoir donc, les médailles des organisateurs. Pour cette Et là, seconde place. encore une fois, on attendait un podium des footballeurs. Eh bien, ça n'a pas été le cas, c'est venu de la part des handballeurs. Ce qui est pas mal, on a des légendes dans ce sport. J'ai encore en souvenir cette belle équipe menée par Driss Lamjadani. Driss Lamjadani, oui. Lamjadani, etc. Donc, qui avait fait la gloire du handball algérien pendant les années 80. 70, 80, 90. Donc, déjà, Derouaz a à son actif 5 Coupes d'Afrique, on l'appelle comme ça. Donc, l'homme aux 5 Coupes d'Afrique des Nations. Et il y a également Driss Lamjadani, il y a donc Hashmi, le gardien, il y a Nourdine Hani, notre consultant. Oui, absolument. Il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué leur temps et cette fois-ci, ce n'est qu'un retour Ouais, logique. ils ont eu droit quand même à un bon public, je trouve. Voilà, il y a énormément Les d'Algériens qui ont Égyptiens, quand il s'agit de derby arabes comme ça avec l'Algérie, la salle est souvent pleine à craquer. Et on a vu les encouragements des Égyptiens pour un petit peu aider leur équipe à décrocher ce 9e titre. Et sur le plan africain, ce sont les Tunisiens qui ont le meilleur avec 10 titres, 9 pour l'Égypte et 7 pour l'Algérie. Farouk Dhili, tout content avec Hamid Gharbi, qui est champion d'Europe, rappelons-le, avec Rodban, champion d'Europe également avec son club respectif. Sur le plan individuel, on peut dire que nous avons de très très grands joueurs. Il fallait juste qu'il y ait un petit peu cette mayonnaise qui prenne pour réussir à atteindre ses objectifs. On écoute à présent le joueur, l'un des joueurs cadres de cette équipe nationale, Mustafa Hadj Sadouk. الحمد لله ربي وفقنا وين يعني تأهلنا بطولة العالم ولعبنا نهائي بطولة الإفريقية. اللاعبين كامل قدموا مجهود كبير، الطاقم الفني نفس الشيء، يعني أي حاجة عندنا في كمجهود ولا قدمناه في الملعب.
الحمد لله توفيقا من عند ربي سبحانه وين اخذت يعني احسن خلفي متوسط. نشكر جميع اللاعبين اللي ساعدوني يعني خاصة الخلفيين والمدرب يعني كمان كذلك قدم يعني نصائح لنا على طول البطولة. Oui, voilà. Voilà, c'était donc Abdessadour qui revenait sur. Ils sont jeunes, ils sont frais et ils ont un avenir prometteur. On peut dire que malgré les turbulences qu'a traversé un petit peu le handball algérien, avec un championnat qui ne donne pas beaucoup pour les équipes nationales, un championnat à 24 clubs, ça ne peut pas donner de la concurrence d'abord au niveau national pour alimenter les différentes équipes nationales. Malgré cela, on a pu monter un set performant donc pour atteindre cette finale et cet objectif. Donc déjà, on les verra au championnat du monde et on attend le tournoi qualificatif au mois de mars, Inch'Allah. Et ce sera avec grand plaisir. Ça sera avec grand plaisir puisqu'il s'agit de la petite balle qui nous fait bien, donc, honneur. Pour ce qui est du football, justement, c'est dès le début hier des huitièmes de finale. Donc, on aura qui comme équipe aujourd'hui Alors, il faut rappeler surtout que l'Angola et le Nigeria ont remporté les premières huitièmes de finale, les premiers huitièmes de finale. L'Angola s'est imposé largement devant la Namibie. L'Angola qui était, rappelons-le, l'adversaire de l'Algérie dans le groupe D, donc 3-0 face à la Namibie. Et le Nigeria qui a fait un très grand match pour dominer le Cameroun, 2-0 aujourd'hui à partir de 18h. Les deux Guinées, un beau derby, Guinée équatoriale, Guinée, donc ce sera à Abidjan à partir de 18h et l'Égypte affrontera la République démocratique du Congo à San Pedro, ça sera à 21h. Merci infiniment pour tous ces détails. Mokhtar Hammani, bonne journée. Eh ben, je te souhaite une bonne journée. Merci. Et puis, souhaite-moi de pouvoir passer en quatrième dans un moment. C'est parti pour la troisième. Ça va crescendo. Balance la troisième. Seconde, on va balancer la troisième avec ce reportage donc, qui nous emmène droit à la Rouate. Cette ville vraiment charnière qui se trouve à la limite du désert et qui est vraiment une ville d'histoire et de culture. Tout de suite, on va installer le décor pour Fella Benour qui va suivre et qui va arriver avec son invité dans un instant. Le Qsar de Ouergla est le symbole de la ville. Vieux d'environ 1000 ans, il est l'un des rares Qsar encore habités en Algérie. Situé au nord de la ville, ce Qsar qui s'étend sur une superficie de 30 hectares présente des caractéristiques urbaines et architecturales qui lui sont spécifiques. Avant, plusieurs familles résidaient dans le Qsar, où les hommes se consacraient au travail et les femmes prenaient en charge les tâches ménagères. Tout ce dont on avait besoin se trouvait à l'intérieur du souk à la mosquée. C'est triste de voir l'état dans lequel il se trouve actuellement. Nous sommes restés profondément attachés à cet endroit dans lequel nous avons grandi et souhaitons qu'il soit rénové. Nous sommes au niveau du vieux Qsar de Ouergla, dont la construction a débuté en 11056 et qui comprend 7 portes distinctes. 3 tribus, les Bni Sissine, les Bni Wagin et les Bni Brahim, cohabitent dans ce lieu historique. L'activité principale de la population est axée sur l'agriculture, marquant une différence avec la vie urbaine. Malgré le dépeuplement progressif du Qsar au fil du temps, une partie de ses habitants a choisi d'y vivre et de préserver cet héritage. Ces maisons en cubes et ces ruelles labyrinthiques témoignent de l'ingéniosité des artisans qui ont conçu chaque structure pour résister aux conditions climatiques extrêmes du désert. L'empreinte de l'histoire est présente dans chaque pierre. Le Qsar, la typologie architecturale, c'est un peu l'ancien noyau historique urbanistique d'Iqsar. Donc c'est une composante qui regroupe les deux typologies de plans à la fois. Son originalité est du fait que c'est une composition au besoin des utilisateurs des habitants. Du point de vue patrimoine, le Qsar de Ouergla a été classé en 1996 comme patrimoine national et érigé en tant que secteur sauvegardé en 2008.
Grâce à son architecture séculaire, ce vieux qsr est un précieux héritage qui rappelle la prospérité commerciale et culturelle qui a régné dans la région. La rénovation du vieux qsr devient nécessaire afin de préserver ce lieu emblématique du patrimoine culturel et historique. Voilà, c'était le Qsr de Ouergla, donc une aussi belle région que la Ouat. Et donc, on est ravis vraiment de vous présenter ces pans de notre patrimoine. Et puis, on va quitter cette ancienne génération de bâtisseurs en Algérie, n'est-ce pas, Felabnour, pour aller vers une nouvelle génération avec toi. Oui, aujourd'hui, bonjour Nadia d'abord, bonjour tout le monde, bonjour Amal. Bonjour. On va parler architecture dans Djeliab.dz, étant donné que notre invité nous vient de l'autre côté de la rive. Il est l'architecte qui interroge l'habitat, c'est ça? J'ai lu ce titre quelque part. Oui. Et donc, vous êtes là en Algérie, vous n'êtes pas venu depuis 4 ans. C'est la première fois depuis 4 ans. Et vous êtes dans le cadre d'un événement qui s'est déroulé à Annaba. Absolument. Oui. Bonjour à vous. Merci Bonjour, pour ravi de vous l'invitation. recevoir. Merci infiniment pour tout ce travail que vous faites, qui révèle les talents, peut-être les potentialités que nous avons, que ce soit ici ou ailleurs. Et donc, je suis venu en étant invité à un salon international du bâtiment qui s'est déroulé à Annaba, Batimex, et où nous avons eu la chance d'être avec des Algériens qui sont à Londres, qui sont à Paris, et puis d'autres qui nous viennent d'ici, enfin qui sont ici. Et nous avons eu la chance de partager et d'échanger avec le wali de Annaba, et qui nous a exprimé la possibilité de mettre à contribution le travail des nôtres. Donc, votre expérience, c'est bien ça. Vous m'avez dit que c'était vraiment l'événement était intéressant à plus d'un titre. C'est une rencontre qui ouvre des perspectives prometteuse et c'est ce que vous allez nous expliquer un petit peu. Ce genre de rencontre, ça arrive très rarement. C'est-à-dire, on rassemble des personnalités telles que Jamal Klouch, un des meilleurs urbanistes au monde. Il y avait Kamal Louafi, mais malheureusement, il avait un empêchement pour venir, pour nous rejoindre depuis Berlin. Pareil, un des plus grands paysagistes. Il y avait Akli Amrouche, architecte urbaniste. Shafir Ghasmi, architecte designer. Pour rappel, Kamal Louafi a été honoré dernièrement par le président allemand. Absolument, oui. Et puis, en Allemagne. Un autre architecte venu de Londres, c'est Shafir Zerouki. D'autres, peut-être là j'ai oublié moi-même qui était présent. Eh bien, Madounès, qu'on reçoit avec plaisir. Et vous avez animé une conférence, c'était autour de quoi exactement la conférence qui... Alors, la conférence portait sur les potentialités territoriales en Algérie. Mon sujet traitait plutôt du tourisme, mais aussi de l'habitat et du culturel. L'idée, c'est quand on prend position dans un lieu, idéalement, c'est de révéler les potentialités, les possibilités qu'on peut admirer plus tard. C'est-à-dire, on voit ce qui se fait ailleurs aussi, pas uniquement en Algérie, des constructions qui prennent en considération uniquement des plans, des restrictions administratives, mais à aucun moment on mesure le potentiel topographique ou géographique de ces lieux. L'idée, quand on intervient, c'est on intervient avec respect à la nature. Donc il y a le sujet de la nature qui était le fil conducteur de ces projets-là qui étaient montrés. Avant de regarder un sujet Radia, c'est ce que faisaient nos aïeux, on l'a vu tout à l'heure. Absolument, absolument. Ils étaient en osmose et en harmonie avec le relief. J'essaie d'interroger cette notion ancestrale qui s'appelle composer avec l'esprit des lieux. Oui. Avant de voir le reportage qu'on a prévu, on va revenir un petit peu sur votre carrière, votre parcours. Vous êtes né en Algérie, vous avez fait des études ici en Algérie. Avant d'aller de l'autre côté, vous êtes aussi spécialiste dans l'architecture de terre. Vous avez même participé à une exposition à Tlemcen. Absolument. Vous avez un projet en Corée du Sud. Oui. Un peu partout, je dirais aussi, Monsieur Amal Lounès. Alors, oui, un peu partout, parce que nous, on agit quand on nous appelle pour faire des projets un peu partout dans le monde. Alors moi,
J'ai eu des possibilités de travailler sur des sujets en Arabie Saoudite, en Corée du Sud, mais j'avais fait aussi par ailleurs des projets en Chine, pas en nom propre. Et en Algérie, j'ai fait des choses, des petites choses, mais aussi des choses qui sont très intéressantes. J'ai commencé par une maison pour ma famille, un exercice d'école, mais c'est un exercice qui a donné naissance à des notions qu'on trouve en architecture. On étend l'espace quand on intervient. C'est une petite parcelle qui fait 8 mètres par 12 mètres et dans laquelle j'ai réalisé une petite maison, un triplex avec la notion de patio que j'ai questionné. Et justement, en parlant de maison de famille, on va regarder le reportage qui est aussi une maison de famille qui est transformée en maison d'hôte. Donc on va regarder ça tout de suite et on revient vers vous, M. Marlounas. Précisément dans le village de Athwagour. C'est ici que Abdelmajid accueille ses tout premiers clients dans sa maison d'hôte, nichée à plus de 8000 mètres d'altitude. Une humble demeure en pierre qui revêt une symbolique particulière pour lui et sa famille. C'est une mémoire, cette maison qui est derrière moi. Elle a été construite par mon grand-père. Donc ça remonte déjà à plus de 80 ans. On a gardé sa structure initiale, donc c'est avec la pierre rouge. Et cette pierre rouge vient des carrières de la région. Et on a décidé d'en faire un petit projet touristique, donc dans le cadre d'une économie circulaire. Les visiteurs venus d'Oran, d'Alger et d'autres régions du pays découvrent les lieux et apprécient la vue panoramique. C'est un village très sympa, d'autant plus qu'on a trouvé des gens très sympas. On s'est dit on viendra en famille et en amis pour passer de très bons moments. Pas mieux que de se ressourcer. Je suis très contente d'être à Athwagour. C'est ma première visite. Les paysages sont magnifiques. L'Algérie ne cessera jamais de nous surprendre avec sa beauté. À 5 km, le lieu c'est Ethmislayen. Une escapade champêtre qui offre des vues spectaculaires sur les environs et l'opportunité de capturer des souvenirs inoubliables. C'est exceptionnel. Je la recommande vivement. Enfin, peu importe l'endroit où vous le faites, mais c'est quelque chose à faire. J'imagine que tout le monde est coincé toute la semaine dans un bureau devant un PC. Et franchement, pouvoir couper comme ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une bouffée d'oxygène. C'est les rencontres entre les gens qui ne se connaissent pas forcément. Et donc, il y a eu des échanges de choses et d'autres. Et ça, c'est convivial, c'est l'esprit coopératif qu'il faudrait multiplier à chaque occasion. Les visiteurs, imprégnés de la sérénité des paysages, emportent avec eux la quiétude de cette parenthèse ressourçante en pensant déjà à d'autres endroits à visiter. Ça vous parle Oui, bien sûr. Là encore, c'est un sujet qui me passionne parce que quand on voit l'état de désuétude de nos villages, ça c'est un sujet sur lequel on peut se pencher, mais de manière très sérieuse. Parce que c'est pas uniquement la relation de la maison, enfin de l'être des habitants aux maisons, mais c'est surtout en dehors de la maison, il y a la terre. Lorsqu'on on assiste à un exode de ces villageois vers les villes, on n'abandonne pas uniquement la relation à la maison, mais c'est surtout la relation à leur terre. Il y a des retours aussi vers après le Covid, il y a eu un retour à la montagne. J'ai fait d'ailleurs un reportage avec le couple Radia qui a lâché la ville pour aller s'installer. Ils sont nombreux à avoir repris leur maison, leurs héritages, à avoir injecté de l'argent. Il y a eu un retour aussi pour réhabiliter, pour restaurer, pour aussi transformer, donner une nouvelle vocation pour certains. Certains en ont fait des demeures d'été. Ou des maisons d'hôtes. Maintenant que le tourisme aussi s'ouvre un petit peu sur le tourisme, il y a aussi cet intérêt pour rénover, pour restaurer et pour revenir vers les maisons familiales, voilà, comme vous avez fait. Le titre que vous avez cité tout à l'heure, l'interrogation à l'habitat, c'est vraiment ça, c'est dans ce sens-là on dit il faut qu'on réinterroge notre manière d'habiter. Il y a une phrase d'un architecte allemand qui s'appelle Adolf Loos, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Crime et ornement.
Il dit on ne peut pas construire si on ne sait pas habiter. Le terme habiter revêt une dimension philosophique, parce que dans habiter, qui vient du verbe habire, qui veut dire avoir son corps. Avoir son corps, c'est le lieu de l'habitat. Donc l'être humain se réalise en étant habitant. Et donc cette question, alors moi j'utilise très rarement le terme logement, parce que le logement, il y a une amélioration du cadre de vie, mais il y a une amélioration, oui, du cadre de vie, parce qu'on a des commodités qui sont meilleures que ce qu'on avait avant, mais on oublie la qualité de l'habitat. Et quand je dis la qualité de l'habitat, c'est aussi les questions thermiques, les questions énergétiques. Et d'un mode de vie aussi. Absolument. Voilà. On revient vers les projets. Quels sont les projets qui vous ont marqué, M. Lounès, tous ces projets Tous ces beaux bébés, alors lequel vous préférez? Même les projets étudiants, parce que ce sont des expérimentations théoriques, des sujets qui nous donnent... Un de vos projets, oui. Alors ça, c'est un projet qui se trouve à Alger, en face de la daïra de Bir Mondraïs. C'est un projet d'hôtel. Là, pareil, comment on prend en considération la pente et on essaye de travailler. Là, on est quasiment au cœur d'un axe de circulation assez important et on amorce une silhouette nouvelle pour la ville. Et comme il y avait déjà des bâtiments un peu plus hauts qui sont à R+11, quasiment R+20, l'idée c'est de prendre position avec un élément marquant et on donne la continuité parce qu'on amorce quasiment une espèce de ville avec un rythme des immeubles de la grande hauteur et on rejoint un peu plus bas. Il se démarque par de la symétrie puis aussi des courbures. Oui, alors il y a un travail. Là par exemple ça c'est un des premiers projets en Algérie. C'est un client qui est venu me demander de faire un projet dans une parcelle qui, pour lui, c'est une parcelle très, très petite, mais pour moi, c'est un potentiel spatial assez important. Donc, j'ai travaillé avec, pareil, une notion de patio. Donc en mettant un bâtiment qui donne sur la rue, ensuite en creusant en cœur d'îlot pour retrouver de la lumière, un vrai patio, et puis quelque chose qui s'adosse à petite échelle. Là, on va avoir d'autres images. J'imagine que ça requiert beaucoup de recherche. Quand il y a des solutions à trouver, c'est encore plus passionnant, j'imagine, pour l'architecte. L'architecte, quand il saisit la question, il commence déjà... Là aussi, on voit un autre projet peut-être? Alors ça, c'est un projet de tourisme, c'est un complexe touristique à Jijel, qui est pour moi une des plus belles villes au monde. Ah oui. Donc Jijel, pour ceux qui connaissent, époustouflant. Je n'ai rien à dire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on est... côté, on a la mer et puis on s'adosse à la montagne. Et dans cette possibilité entre la montagne et la mer, on peut construire des merveilles. Et c'est la position que j'avais prise en réalisant un projet avec un hôtel, mais aussi avec une espèce de village touristique où on réinterroge les modes d'habiter à l'algérienne. C'est-à-dire, quand on vient en famille, on peut avoir une petite maison, mais quand on vient en grande famille, on peut avoir 4 ou 5 maisons qui sont rassemblées sous forme d'îlots. Il y a un axe culturel aussi qu'on ne peut pas négliger dans votre travail. Donc vous avez fait par exemple la ville à travers les yeux d'un enfant, comment un enfant peut concevoir sa ville. Vous avez fait aussi d'autres travaux. Ça, oui, ça remonte à 2009 où je suis parti en Bosnie-Herzégovine pour faire un travail entre le cinéma et l'architecture. Donc, comment la caméra interroge la vie dans la ville. Et je me suis mis à hauteur d'enfant, parce que enfant, je me souviens très bien, je me promenais avec mon oncle et je voyais que les genoux des adultes. Donc ma perception a complètement changé et je me suis dit, ça serait bien qu'on voit comment un enfant habite le monde et cohabite avec le monde des adultes. C'est assez intéressant parce que je suis revenu avec plusieurs heures filmées. Jusqu'à présent, je n'ai pas monté parce que... Et beaucoup d'anecdotes, j'imagine. Oui, ça doit être amusant. Des projets en Algérie, M. Amar Lounès, Oui, alors des projets... D'abord, les retrouvailles avec l'Algérie, comment c'était?
Il y a toujours une charge émotionnelle qui est juste indescriptible. Quand on revient, on a l'impression qu'on est parti pour retrouver un changement, mais en réalité, nous ne changerons jamais. On a une relation qui est indéfectible avec ce pays, c'est-à-dire une dette symbolique, parce que quand on revient, on a l'impression de renaître à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qui est... Magnifique. Comment Oui. voyez-vous la passerelle qui entre les compétences algériennes telles que vous et le pays, votre pays, l'Algérie, qui ouvre les portes pour ces compétences? Est-ce qu'il faut des mesures encore plus incitatives, des projets à mettre en œuvre, pour une collaboration étroite? Comment voyez-vous les choses? Je pense que le travail collaboratif est d'un des plus importants à faire. Il faut qu'on travaille avec... Dans le domaine de l'architecture, bien sûr. Mais dans tous les domaines, Dans je tous les pense. domaines, mais... Dans tous les domaines. Dans votre domaine, par exemple, comment vous le voyez? Les collaborations se font aussi avec des architectes locaux, mais aussi en venant, parce que le fait de faire des choses ailleurs nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes. C'est-à-dire, je ne peux pas décrire la chaise sur laquelle je suis assis, mais si j'opère un déplacement, je peux la voir mieux. Et le fait d'être de l'autre côté, on voit exactement ce qui est possible. Enfin, pas exactement, mais on voit la possibilité et ce potentiel de transformation. Après, il faut composer avec. L'idée, c'est de ne pas regarder ce qui n'est pas beau, ce qui déplaît à l'œil, mais de regarder ce qui est beau et essayer d'améliorer ce qui peut être améliorable. Il y a beaucoup de projets en Algérie en ce moment, donc le potentiel est là, les projets sont là. L'Algérie est un projet. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, et il y a toujours des choses à faire. Et il faut qu'on ait aussi la patience et puis aussi le sacrifice, avoir cette notion de sacrifice pour pouvoir déployer des efforts et faire des choses. Mais toujours, je rappelle, la collaboration, travailler collectivement. Il faut qu'il y ait une intelligence collective, elle existe, mais si on fédère toutes ces intelligences individuelles, on arrivera à trouver le moyen d'intervenir et d'opérer de manière efficace, je pense. Voilà qui est bien dit, Fella. Voilà. N'est-ce pas? Je pense que c'est une belle manière de conclure cette belle rencontre avec vous, à Amar Lounès. On a été ravis de vous recevoir. Merci à Fella également de nous avoir permis d'avoir cette petite passerelle. Je remercie Amar Lounès pour d'avoir accepté notre invitation et d'être là. Il est resté pour nous. Il devait partir aujourd'hui. Donc on est ravis de vous avoir, M. Amar Lounès. Donc un double merci. Merci à vous. Vous n'allez pas rester 4 ans de plus pour revenir? Non, parce que il y a quelque chose comme ça, des racines qui nous rappellent. Les 4 ans, ce n'était pas une volonté, c'est surtout, alors je mets sur le dos du confinement, mais après, quand j'ai recommencé à travailler à Paris, j'avais énormément de choses et j'ai été retenu vraiment professionnellement, parfois, je ne pouvais pas. Donc merci infiniment à vous, merci à toute l'équipe qui a œuvré pour que ce moment soit aussi délicieux. Ça fut un plaisir. En tout cas, vous retrouverez Fella Bennourdé la semaine prochaine avec un autre visage, une autre représentation de notre diaspora. Merci infiniment, Fella. À très bientôt. À très bientôt. Et donc, merci d'être avec nous depuis ce matin. On va tout de suite vous offrir une autre chanson, toujours en hommage au d'animateur télé, vous l'aurez peut-être reconnu à l'image, non, il n'est pas encore apparu. Il s'agit de Jawed Rostom Touati qu'on a plaisir à recevoir aujourd'hui. Bonjour Jawed. Bonjour Nadia. Très contente de te recevoir ce matin. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Voilà, c'est réciproque et d'autant plus qu'à chaque fois tu te renouvelles. Il y a des nouveautés. Cette année 2023 s'est couronnée par la sortie du livre Misère de la littérature qui couronnait une trilogie très appréciée par ton lectorat. J'espère en tout cas qu'elle a été appréciée et que ce dernier volet sera à la hauteur de leurs attentes.
Très bien, on va détailler tout cela dans un instant. Avec plaisir. Le temps de souhaiter la bienvenue à Amin Khadi, ici présent. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir ce matin, ravis de parler de beauté, d'esthétisme, d'art plastique, de manière générale, de couleurs. Et quelles couleurs! C'est un festin de couleurs que vous proposez au public dans un espace anodin et différent. Voilà. Très différent, c'est ce qui fait un petit peu le charme de cette belle exposition. Alors cette exposition, elle a commencé le 12 juillet. Oui. Et puis on a laissé passer 4 à 5 jours, on a fait des coupures. Et puis je vais reprendre à partir du 1er. 1er février, donc il y 8. aura encore un autre public qui va découvrir cette exposition qui se déroule dans un lieu qu'on n'a pas cité, qui est en fait votre bureau d'architecture, parce que vous êtes plasticien, doublé d'architecte également. Là, c'est un autre volet, parce que moi et mon ami, qui est architecte conseil, nous avons eu l'idée de faire un mixage, une alliance entre l'art, l'architecture et la décoration d'intérieur, et proposer aux particuliers ou autres d'autres services. Absolument. Parce que on s'est toujours dit que cet art-là, ce n'est pas une question de décoration et de déposer un tableau juste comme ça sur un mur, et il faut qu'il y ait du sens. Il faut qu'il y ait du sens, et c'est vrai que vous êtes bien placé pour proposer, bien sûr, à toutes ces personnes qui travaillent sur leur espace, une belle manière quand même de rehausser ces espaces par des œuvres authentiques, signées, originales. Très bien, et vous aiguillez un petit peu leur regard dans ce sens. Absolument. Excellent. Donc c'est vrai que j'ai vu plein d'images où vous essayez de placer une œuvre d'art dans un espace intérieur, moderne, parfois même classique, tout dépend. Et c'est vrai que c'est ce qui explique un petit peu ce mix et cette démarche que vous avez entamée avec votre ami architecte. Oui, et c'est nouveau pour nous. Et c'est venu comme ça, autour d'un café. C'est un peu rigide, l'architecture toute seule. Moi, je pense que l'architecture et les arts plastiques, et la littérature, et la poésie, et la philosophie devraient être ensemble. Absolument, qu'en pense Jawed ici présent? Oui, je suis parfaitement d'accord. Cette atomisation des disciplines intellectuelles et artistiques, c'est ce qui fait justement qu'après, on ne comprend pas la dimension historique de l'architecture ou des arts. Et que, d'ailleurs, la littérature se nourrit de tous ces domaines-là, et c'est un peu ce qui fait parce que quand on romance un récit, on décrit des espaces, on décrit des lieux, on se documente à fond. On titille les émotions, et de toute façon, même l'architecte titille les émotions en tant que le plasticien, à travers justement toutes ces couleurs qu'il propose, toutes ces formes, tous ces agencements qui vont parler à certains plus qu'à d'autres, n'est-ce pas? C'est un petit peu l'apanage de l'art abstrait. Et tout dépendra de la sensibilité artistique de chacun. Il y a des gens qui aiment les arts plastiques, il y a des gens qui aiment lire, il y a des gens qui aiment la poterie. Et je pense que l'art abstrait, il offre une nouvelle dimension de compréhension. D'accord. Il permet aux gens de se rassembler autour d'un thème, d'un sujet, et comme monsieur... Peut-être qu'il offre une voie vers une liberté qu'une peinture bien structurée, peut-être réaliste, ne va pas offrir. L'art abstrait va un petit peu laisser libre cours à l'imagination, à l'interprétation. D'ailleurs, j'ai toujours aimé écouter certaines interprétations qui m'étonnent parfois, qui viennent de personnes ordinaires. Et j'aime bien ça, lors des expositions, lors d'un passage. Et c'est très intéressant d'interpréter. Oui. Vous jouez sur les mots un petit peu comme fait notre ami, parce que vous dites l'hiver sera abstrait en 2024. Voilà. Oui.
Ça, c'est l'intitulé un petit peu de l'exposition. L'hiver sera abstrait, voilà. Oui, absolument. Avec un point d'exclamation. Oui, vous vous interrogez sur quoi exactement? Qu'est-ce que vous aimeriez en tout cas qu'il y ait comme question après cela? Bon, l'idée est venue en 2021. Mon exposition était intitulée Le printemps des couleurs. C'était à Constantine. Et là, je me suis dit, on est en hiver. On est en hiver. Et puis on va réchauffer les cœurs un petit peu avec des couleurs chatoyantes, art abstrait, art moderne et contemporain. Et puis c'est un plus pour nous aussi. Hein. Absolument. Donc j'imagine que pour vous aussi, c'est une manière quand même d'évoluer librement, artistiquement parlant. On est moins conditionné que sur les plans d'architecture, n'est-ce pas? Oui. Donc j'imagine que le choix de l'art abstrait s'est imposé à vous, peut-être avec cette petite idée derrière la tête, non? Il s'est imposé au début des années 80. Je faisais certaines images, des courbes, avec des coloris au feutre. Et puis, les choses commencent à se développer toutes intuitivement et spontanément. Et puis, on se découvre avoir une certaine codification personnelle. Ben, je pense que c'est selon ce qu'on a lu, selon l'environnement, selon les voyages qu'on a faits, selon notre culture, selon notre personnalité aussi. Mais on n'est pas figé par des théorèmes ou des axiomes. Mais on a la responsabilité de terminer quelque chose et que ce soit cohérent. C'est plus difficile. Cohérent, je dirais aussi émotionnellement abouti, de manière à peut-être échanger, permettre des passerelles avec celui qui découvre l'œuvre aussi, n'est-ce pas? Oui. Là, je voulais parler du processus de création. Le processus de création, il se développe. Mais à un certain moment, il faut que l'œuvre soit cohérente. Absolument. Et donc voilà, on est ravis de vous recevoir en tout cas pour en parler ce matin et d'inviter le téléspectateur à rejoindre cet espace. On va peut-être le situer dans l'Algérois. Oui. C'est à Hidra, il me semble. C'est la cité Hardy. Très bien. Donc en tout cas, si on a envie d'y aller, si on a envie de prendre part, c'est du 1er au 8, c'est ça? Voilà. Et ça se passe donc du 1er au 8. Et pour découvrir, on a une adresse quand même. www, c'est votre site? Oui, www.aminkadi, tout attaché, kadi avec un c.com. Très bien. Donc pour découvrir l'empreinte artistique de notre ami ici présent, donc Amin Kadi, qui a bien voulu venir en parler ce matin dans Bonjour d'Algérie. Nous avons plaisir aussi d'avoir parmi nous une des plumes les plus aiguisées de cette dernière décennie, un des jeunes les plus productifs aussi, je dirais. Ah, il rit. L'adjectif n'est pas anodin, aiguisé, ça, misère de la littérature. Oui, misère de la littérature, on est la preuve. Vous avez bien choisi votre introduction. On est la preuve dans la mesure où il, comme son nom l'indique, voilà, il pose la question de la littérature en Algérie avec le regard d'un jeune auteur ou poète plutôt, donc un poète satiriste et en herbe on dira, donc voilà, qui va parler en votre nom, Jawed, quelque part. Oui, tout à fait, ou plutôt moi c'est l'inverse. Mais voilà, misère de la littérature, évidemment les connaisseurs auront reconnu la référence à Misère de la philosophie de Karl Marx, qui lui-même rétorque à Proudhon, qui lui avait écrit Philosophie de la misère. Philosophie de la misère, voilà. Et donc, c'est l'histoire d'un satiriste, Nadir, qui était déjà présent dans le premier volet de la trilogie, et qui va écrire une satire poétique à la manière d'un Nicolas Boileau au XVIe siècle, bien sûr avec une langue plus moderne, plus contemporaine, pour détricoter ce que
Edouard Saïd appelait les informateurs indigènes. C'est-à-dire qu'on postule que la littérature est quelque chose de presque d'éthéré, de presque divin. Et comme disait Sartre dans Qu'est-ce que la littérature, c'est-à-dire que tout se passe, en ce qui concerne les écrivains, comme s'ils avaient le devoir de provoquer le scandale, mais en même temps le droit imprescriptible de n'en rendre compte à personne. Voilà, dans la mesure où c'est une fiction, on est protégé par cet imaginaire qu'on peut développer au gré des... C'est exactement ça. Le problème, c'est qu'il y a ce paradoxe où on postule que l'écrivain, mais vraiment, c'est le super idéologue par excellence. Hein. C'est le Panzoff, il s'exprime sur tout, sur tous les sujets. Dès qu'il y a un sujet d'actualité, l'écrivain vient apporter sa caution d'écrivain pour telle ou telle lecture de cette actualité-là. Et en général, c'est une lecture qui rejoint très souvent, voire toujours, le récit de l'OTAN, comme par hasard. Mais en même temps, dès que vous lui en faites le reproche et dès que vous décortiquez des œuvres qui ne font que réécrire de manière plus ou moins esthétique ce récit otanesque, à ce moment-là, tout à coup, ce super idéologue se réfugie dans les sphères de la littérature où là, on postule une innocence quasi séraphique. Absolument. Donc, à travers Nadir, on le disait, donc, et aussi cette jeune, comment dire... romancière, oui. Oui, cette jeune romancière, donc universitaire également, qui tombe amoureuse de Nadir, qui est séduite par ses idées, on ne peut plus révolutionnaire. Donc, ils rêvent de refaire le monde. Et donc, elle découvre son Odyssée à lui, donc, qui rappelle l'Iliade chez nous. Donc, et donc, voilà, il y a énormément de points communs, mais qui sont sur fond, justement, de réflexions liées à la littérature et l'idéologie, en fait. Hein. Exactement, c'est-à-dire que Lina, qui est une jeune universitaire, qui anime un club de lecture et qui va lire cette satire, qui fait partie d'un recueil intitulé L'Odyssée algérienne et qui est un clin d'œil à l'Iliade algérienne, Iliad el-Jazair de Moufti Zakaria. Et ils vont se lier d'amitié. Elle va vouloir faire son mémoire sur ce recueil. Cependant, on lui opposera une fin de non-recevoir pour X raisons, ce qui est aussi une manière de poser la question de la circonscription de certains thèmes de mémoire à l'université. Cependant, elle va s'inspirer de ses idées pour écrire un premier roman. Ce roman-là va avoir un certain succès. Néanmoins, l'éditeur va lui faire tailler dans le roman tout ce qu'il y a de subversif, tout ce qui remet en cause justement ce mercenariat littéraire. Du coup, elle va avoir un premier succès, mais elle va garder avec un goût amer. Voilà, elle n'a pas exprimé tout ce qu'elle voulait faire. Dans le deuxième roman, elle lira Franco, et à ce moment-là, le succès ne sera pas au rendez-vous, parce que la machine médiatique qui s'est emballée pour promouvoir son premier ouvrage, qui a été réduit à un ectoplasme, tout à coup va freiner des quatre pieds, parce que ce n'est plus dans l'idéologie dominante, mais au contraire dans la remise en cause de cette idéologie. En tout cas, voilà, c'est une manière très charmante de parler de la jeune littérature chez nous aussi, hein, de ses rêves, de cette volonté de se placer parmi des noms qui pèsent de tout leur poids dans le paysage. Pas que jeune en fait, c'est-à-dire que la littérature algérienne est foisonnante, elle est très riche, elle est très variée. Ça va du roman historique qui part de l'Antiquité et de la Numidie jusqu'aux sujets les plus modernes et les plus actuels. Même au plan esthétique, vous avez des expérimentations vraiment extrêmement originales. Vous avez un renouvellement de la langue qui ne se fait même plus je parle de la littérature d'expression française. Vous avez un renouvellement de la langue qui ne se fait même plus en France même. Mais tout cela est mis sous le boisseau parce qu'on réduit la littérature algérienne d'expression française à 4, 5, 6 noms portés au nu par la machine médiatique germano-pratine. Portée au nu par cette machine médiatique parce que justement, elle sert un certain récit et une certaine idéologie. On prend un exemple d'un ouvrage de commande qui fait un fiasco intégral, mais qui est ensuite appuyé par le fait de courtiser le lobby sioniste. Et là, du jour au lendemain, c'est le chef-d'œuvre de l'année, voire du siècle, carrément. En tout cas, voilà, ce sont quelques-unes des idées que vous développez dans cet ouvrage. Ce ne sont pas les seules. On va revenir aussi sur votre parcours, Jawed, dans un instant. Après une rubrique qui va s'installer dans un instant, on va surtout remercier M. Amin Qadi et lui souhaiter bon vent pour son exposition actuellement. Bon présage pour une année
féconde. Pour un hiver très coloré Voilà. déjà, grâce à l'exposition intitulée donc l'hiver sera abstrait. L'hiver 2024, vous Oui. précisez. Oui. Voilà, on a été ravis de vous recevoir. On n'a pas cité le nom de votre acolyte, il va peut-être se fâcher. Hein. On va peut-être le citer. Un petit peu. C'est l'occasion d'y remédier et de le saluer à travers la lucarne. Alors, c'est M. Salah Bouhlhabal, Très bien, on vous salue bien architecte bas. conseil. Mhm. Je ne sais pas s'il est encore dans la salle, lui est parti. Une amitié en tout cas de 40 ans. Qui Voilà, aura 38 duré. ans comme ça. Une amitié de 40 ans et donc vous continuez de vous concerter artistiquement parlant, on dira. Absolument. Voilà. Et c'est un joli duo comme ça. Et puis il y a d'autres projets pour plus tard. Oui. Inch'Allah. Rabbi Wafer, comme vous dites si bien Jawed, en tout cas on vous souhaite toute la chance pour cette exposition. Ce concept, je dirais, qui est assez nouveau, donc investir l'espace de travail pour en faire une galerie d'art, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Ça va peut-être inspirer plus d'un. Il suffit d'aimer, d'être passionné et d'aller en avant, c'est tout. Hein. Voilà. Merci infiniment, en tout cas c'est bien dit. En tout cas, elle est tout aussi passionnée que vous, elle est tout aussi passionnée que nous tous ici présents. Il s'agit de Soumia Zerouali qui nous invite à découvrir les saveurs algériennes dans sa rubrique. On va la suivre tout de suite, dans un instant, et retrouver de nouveau donc Jawed Rostom Touati ici présent, mais également Yazid Ekbahidine qui sera de la partie pour la fin de l'émission. C'est après ceci. Ce programme vous est présenté par Saf Instant. Saf Instant, depuis 50 ans à vos côtés et pour longtemps encore. Bonjour amis téléspectateurs, marhaba bikom عندنا saveur culinaire. C'est maintenant, c'est tout de suite avec chef Fatah. Bonjour chef. Bonjour. Comment ça va? Alhamdulillah. Alors chef, aujourd'hui, on va voyager encore une fois. Le voyage, c'est toujours assuré avec le chef. Pas spécialement en cabinet, mais je pense que toute l'Algérie qui le prend à Ramadan, c'est connu. C'est vrai, Aroma Koran, c'est Kesra chez certains. Exactement, mais il y a différentes façons de le faire. Ouais. Et aujourd'hui, on va le faire d'une autre façon. Et il est farci. Voilà. Justement, j'allais vous demander, je vois une farce ici. Oui, c'est ça. Et on va le farcir avec. Allez, on va tout de suite vous expliquer, amis téléspectateurs. Alors, on va passer aux ingrédients d'abord. On passe aux ingrédients de Kesra. Kesra farci, façon Aroma Koran entre. Aroma Koran farci. Aroma Koran farci, allons-y. C'est la recette du chef. Pour votre recette, chef, on aura besoin de. Donc, de 3 mesures de semoule moyenne. 3 mesures de semoule moyenne. Exactement. On aura également besoin. Alors, notre farce, elle est là. Oui. Que voici. Donc, c'est une farce que j'ai préparée. Il y a du thon. Oui. Il y a des échalotes. Oui. Il y a du persil. Mm-hmm. Et il y a de la tomate, mais fraîche, mais elle est broyée. D'accord. Exactement. Avec un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Il y a du piment aussi. J'ai mis un petit peu de piment, pas beaucoup. Le rouge, là, vous voyez. Je le vois ici. Exactement, c'est du piment fort, mais bon, on va pas le... Ah, oui, voilà. Ma cache bizarre, de toute façon. On aura besoin également de sel. Oui. Sinon, notre recette ne sera pas... Quand ça manque de sel, ça manque forcément de saveur. Mais bon, non, n'abusez pas non plus. Hein. Pour votre santé, mangez moins salé et moins sucré. Allez. Saf Instant. Saf Instant, donc la levure de boulanger, Saf Instant, qui va nous permettre d'avoir ce moelleux dans la pâte, dans notre recette. Dans notre recette, voilà, exactement. À conserver jusqu'au lendemain, possible? Facile. Voilà. On aura besoin également du fromage râpé. Fromage râpé. C'est facultatif. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. D'accord. Moi, je préfère le mettre un petit peu de fromage pour donner un goût. Oui, du cheddar ou du fromage rouge. J'ai fait un mélange de cheddar avec mozzarella. Voilà. Parfait. C'est un mélange. Hein. Voilà. Nous aurons besoin d'huile de table. Huile de table. Également. Voilà. Et puis, semaine. Parfait. Voilà, exactement. Semaine. Très bien. Et on aura besoin de l'eau.
De l'eau à température ambiante باش نلموا la pâte. C'est bien ce terme, نلموا la pâte. Voilà. Allez. Donc on va verser d'abord notre semoule dans le récipient. Voilà, parfait. Voilà. Et on va commencer par semaine. Très bien. Rajouter une cuillère de semaine. On va verser de l'huile de table. Une pincée de sel, une bonne pincée, une cuillerée, allez. Parce que j'ai mis du sel ici en table, donc on va moins saler. Oui. Voilà. Et on va juste ramasser on va travailler notre pâte. Parfait. Comme ça. Et comment on dit Besso la pâte. Besso la pâte. Allez, comment on le dit en kabyle Vous n'avez pas révisé vos leçons, hein. On va demander à Anis notre script. Merci Anis. Heureusement que tu es là. Merci. Voilà. Et on va. Vous allez venir parce que. Oui. De l'eau. Allez, bismillah. Encore. Encore un peu. Encore. Voilà. Voilà. On va voir, ça va absorber. Là, ça va absorber. Je vous rajoute encore un peu, Mazel. Il faudrait que ça absorbe un petit peu. Il faut d'abord la ramasser comme ça. Je crois que ça ira. Ça ira. Oui. Parfait. Maintenant, j'aurai besoin de vous. Vous me donnez votre khmira. Une petite boxe. Non, c'est beaucoup. Voilà, comme ça, ça ira. Comme ça. Il faut le mettre en dernier. Hein. D'accord. Parce que la pâte, elle va pas se reposer. Hein. On va l'étaler directement et la faire cuire directement. Parfait. Voilà. Elle est pratiquement prête? Elle est pratiquement prête. Vous allez me rajouter un petit peu d'eau ici. Ah, on va rajouter encore de l'eau. On rajoute de l'eau. Ça va, c'est bon. On vous laisse travailler, chef. Hein? Former des galettes. Combien? On avait besoin de 3 galettes. Pour 3 mesures de semoule. C'est 4 galettes. 4 galettes pour 3 mesures de semoule. On laisse le chef travailler et on se retrouve, amis téléspectateurs. Excusez-moi, je perds la voix. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on a utilisé de la semoule. Uniquement, qu'est-ce que vous avez mis? De la semoule. Allez, amis téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après ceci. عيد ميلاد سعيد صار فانسون 50 سنة وإحنا معاكم وما زال. Sendo, Sendo. Je connais pas les recettes, les paroles. Je découvre un autre talent. Mais non, le chant, c'est pas pour moi. Je me remets à la cuisine. Qui veut dire Dans nous, du Kili, bon. Voilà. Parce qu'en fait, Sendo, c'est une berceuse. Et généralement, quand on voit les clips, le clip sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on voit souvent une femme qui chante une berceuse au bébé, mais qui prépare quoi? Du petit lait. Du petit lait. C'est pourquoi on chante Sendo en préparant le petit lait. C'est pas pour moi le chant. D'ailleurs, je plains Marwan qui a son casque, notre technicien de son. Regardez la première, on va la façonner. Vous allez me montrer comment faire? Très bien. Non, je veux dire pour la farce. Moins grande, voilà. Pour la farce. Vous allez la faire vous-même. Parfait. Donc, prenez la farce. Je vais vous prendre celle-là. Je vais vous donner celle-là.
Donc pour ramener J'ai compris. une cuillère. Vous voulez tricher. La mienne, elle est plus belle, regardez. Allez, on va mettre de la farce dessus. Voilà, c'est ça. Au centre? Il est étalé, au centre, et puis il est étalé. Ah, d'accord. Sur toute la... Ok. Donc on avait dit, juste pour rappel, on a mis donc du thon, La tomate fraîche broyée. de l'échalote, Voilà, des échalotes. ouais, et du persil. Voilà, du poivre et du sel. Donc du sel, Pas beaucoup, ouais. juste pour le goût. On peut utiliser du thon nature? Ah oui, on peut l'utiliser. Oui. Ça ira? Donc, on va prendre celle-là et on va la mettre Dessus. Voilà. Voilà. J'ai ma fourchette. On apporte une fourchette, s'il vous plaît, au chef. S'il vous plaît. Alors, Anis. Merci, Anis. Voilà, Anis. Yatek saha. Merci beaucoup. Anis, notre script, Donc, qu'on salue. Au passage. Notre farce. Oui. On va faire ça. Ah, on va faire comme, vous savez, comme pour les coca et tout. Moi, je vais entamer une deuxième. Oui. Comme ça, on va pas faire un écran, comme ça. Je vais vous montrer la deuxième. Je travaille bien, chef. Hein? Ah oui. Hein? Elle est belle en plus. Elle est belle? Ah oui. Ah, parfait. Je suis contente. Vous me notez, chef? Voilà, ça sera... Pas pour le chant, s'il vous plaît. Hein? Non. Parce que pour le chant, c'est pas gagné. Hein? Hein? On peut dire 8,5. 8,5. Et pour le chant? Ah, pour le chant... 0. Non, pas 0. 0,25. Voilà. J'ai étalé déjà moi la deuxième. Ouais. Je vais faire ce que je vais faire autrement. On va Ah. faire deux modèles. Je vais prendre ma farce. Pour que ça fasse plus joli, vous me faites de la concurrence, je sais. Hein? Non, c'est Moi, je suis- une autre Je suis fière de ma galette, en Bah tout oui, cas. elle Hein? est belle en plus. Merci. Comme ça. Oui, Tu vas refermer sur elle-même, comme ça. parfait. Comme... Et on va faire la même chose. Parfait. Je trouve que c'est plus joli, comme ça. C'est vrai. On va la retourner, qu'on puisse voir. Alors, notre galette transformée en lilette. Allez, ça va partir sur le feu? On va d'abord la faire comme ça. Ah, oui, d'accord. Et on va la prendre carrément comme ça. Et ça va partir sur notre fameux neuf. On va la cuisiner à l'ancienne, la cuire à l'ancienne, façon mamie. Hein? Et on va piquer la deuxième comme ça, doucement, pour que la pâte... Comment on dit en cabine? Tamrart. Tamra. Oui, Tabi'i. oui, Tabi'i. j'ai dit façon mamie, donc façon tamrart. Tamra. Ça, on peut même faire un autre décor comme ça. Oui, Vous pouvez, oui, oui. vous pouvez ici, comme ça, juste avec votre doigt. Ça donne un autre. Oui, c'est vrai. Bien sûr, comme le veut la tradition, la première galette, c'est toujours pour moi. En tout cas, c'est gentil, chef. Merci beaucoup. Alors, la deuxième arrive. Et on va passer au meilleur moment de la rubrique saveur algérienne. Ça, c'est vous que vous l'avez pas fait. Ouais. قلت لك درت لي la concurrence, a dit chape à l'air. Non, mais c'est pas mal. Ah oui? Ah bah merci, chef. Allons-y, on va couper. Eh ben Anis, s'il te plaît. Oh, heureusement qu'il est là. Merci Anis. Tu nous sauves. Merci beaucoup. Parce que je vais commencer. Ça, c'est pour vous. Et Voilà. Ça, c'est pour l'équipe. Tout ça, c'est pour moi. Bah oui. Si, je vais partager. Je vais quand même partager avec vous. Allez, on va couper en deux. On est nombreux. Hein, comme ça? Voilà, c'est ça. Il faut commencer. Ça va mettre Ah, moi je voulais couper en deux ensuite, comme ça. Allez, on va suivre le chef. Je sais pas pourquoi, mais il est toujours de bons conseils, chef. Hein? Wow.
c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Merci, chef. Je vais vous montrer. Donc, c'est une galette farcie. Donc, farci. Voilà. Voilà. Donc, galette farcie façon grand-mère, façon mamie. Donc, Voilà. franchement, très facile à reproduire. Vous pouvez très facilement, je veux dire, la reproduire chez vous, amis téléspectateurs. Et vous pouvez la farcir avec ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser du poulet ou de la viande, ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vais goûter. On peut la faire même végétarienne. Ouais. Ceux qui n'aiment pas le poulet ou la viande. C'est vrai. Allez, on va goûter, chef. Santé. Bismillah. Franchement, c'est délicieux. Chef, aujourd'hui, vous avez 10 sur 10, chef. 10 sur 10. Franchement, c'est très bon. Non, on aime خلاص. Ça y est. Merci, chef. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Et ça, ce sera pour l'équipe. Voilà. Ça peut se manger comme ça. Sans rien, il est déjà farci. Parfait, chef. Merci beaucoup, Yatek Saha. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Saveurs algériennes. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire. Salam. Ce programme vous a été présenté par Saf Instant. Saf Instant, depuis 50 ans à vos côtés et pour longtemps encore. Merci beaucoup à Soumaya Zarouali dans la rubrique Saveurs algériennes. Et bien sûr, on va parler d'Algérie autrement. On avait déjà commencé tout à l'heure avec Jawed Rostom Touati. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup encore une fois. Voilà, pour ceux qui avaient raté le train en marche, on parle d'un nouvel ouvrage. En fait, il est sorti en 2023, Misère de la littérature. Donc voilà, qui clôt en tout cas une très belle trilogie, donc le culte du sang. Tout à fait. En l'occurrence. Oui. Alors, c'est facile de se défaire d'un bébé? C'est un soulagement parce que commencer sa carrière littéraire avec cette hubris, cette présomption d'emblée de faire une trilogie, c'était une gageure tout de même. Et qu'elle soit clôturée, qu'elle ait reçu un accueil favorable, notamment auprès du monde littéraire, puisque les premiers à apprécier l'ouvrage, ce sont les écrivains eux-mêmes, qui m'ont souvent confié que j'ai osé dire ce que eux-mêmes ressentaient, mais n'ont jamais exprimé. Donc c'est un soulagement, c'est un grand plaisir. Et maintenant, ça me permet... En tout cas, il y a eu de belles consécrations autour de cette trilogie, notamment pour Empereur nommé Désir, donc votre premier roman d'ailleurs. Ouais. Jawed, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, et de ce moment où vous avez reçu le prix à l'Imayachi en 2016. Oui, et où ma première, pour l'anecdote, où ma première télé et ma première intervention médiatique, c'était avec Lilia Bkhaled, au Bonjour d'Algérie. Et vous êtes passé aussi avec Soraya Boudri, je pense aussi. Oui, mais c'était après. Pour le salon du livre. Exactement. Mais vraiment, la toute première intervention médiatique, c'était avec Lilia Bkhaled, que je salue. C'était sur Bonjour d'Algérie. Puis La civilisation de l'Erzat, voilà. Absolument. Et puis, vous aviez reçu au préalable le prix pour la meilleure nouvelle au concours Art et Culture en 2005, n'est-ce pas? Et puis le Félib en 2015 aussi. Oui, là, je faisais mes armes en quelque sorte. Ça va. Je polissais. Très bien, donc voilà, vous avez continué déguisé encore et encore. Voilà, c'est le même verbe qui revient. Très bien, donc dans un petit moment, on va encore parler de Misère de la littérature. Avec plaisir. Temps de recevoir Yezid pour son éditorial de ce matin, donc qui va englober plusieurs thématiques. Oui, bonjour Jawed. Salut. Moi, j'ai aimé en fait le fait de convoquer en fait cette dialectique marxienne, ce Proudhon, avec ses lunettes, on arrive quand même à comprendre ce qui est de l'ordre de la littérature et ce qui ne l'est pas. En fait, je pense qu'il y a eu quand même cet effort intellectuel pour montrer les choses, pour dire voilà le champ littéraire et voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose enfin, ça nous permet de voir clair. En fait, les exemples sont très, très éloquents. Les exemples sont éloquents. Il y a de l'audace dans les propositions qui sont faites par rapport à des exemples. On parle
d'une littérature qui... Après, ça reste Oui. une polémique et on attend après. Voilà. Est-ce que c'est ce que je me pose comme question? Va-t-il avoir lire Ben par oui, la suite pourquoi de tous pas, ces c'est auteurs bien. cités? Est-ce que vous avez eu cette crainte à un moment ou à un Pas autre? du tout. Non, C'est pas du Bien tout. qu'il Pas y, du tout, non. qu'il y ait un débat, Oui. qu'il y ait une Oui, polémique. ce n'est pas tout à fait le courage qui caractérise ce genre de caste, on va dire. Voilà. Absolument. Ah. En tout cas, voilà, on va parler avec vous de poésie, hein, Yazid, ce matin. Moi, je vais parler On reste de dans le- dinosaures, puisque Ah bon? on a le musée des dinosaures à Suisse-Fia, du côté de Ain Sfara. Donc, le ministère de la Culture a rattaché le musée des dinosaures à l'office du parc culturel de l'Atlas saharien. Rappelons le 17 octobre 2000, donc il y a eu cette découverte archéologique des dinosaures. Il y a eu plusieurs ossements et c'était des dorsales de dinosaures qui Ouais. avaient donné leur forme d'ailleurs à la structure du musée. Et vous étiez déjà On avait, oui, à la recherche de suivi, ces- oui. on avait suivi avec beaucoup d'attention. avec le cette centre découverte. de recherche de la Sonatrach. Je pense qu'à l'époque, donc avec C'était un grand moment. ouais, Tous ouais. les paléontologues algériens étaient fiers. Madame Mohamed, qui était l'une des pionnières de cette recherche. Madame Orfali aussi, Ouais. qui était de la... Mais celle qui était avec la Sonatrach, avec la fondation Sonatrach, c'était Madame Mohamed. Et aujourd'hui, on a le musée des dinosaures, du côté de Sfisfia à Ain Sfara. Très bien, Voilà, c'est quelque chose excellent de le rappeler. En tout cas, c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça. Oui, il faut y aller le visiter. Il y a beaucoup d'explications. C'est vraiment, même le site en lui-même est quelque chose c'est un site vraiment à visiter. Et notamment, il y a 3 sites de fossiles en fait dans la région de Ain Sfara. 3 sites d'ailleurs, même du côté de Naama. Tout ce sphère de l'Atlas saharien, c'est un Jurassic Park à ciel ouvert. Et des gueltas magnifiques, des reliefs extraordinaires, et puis aussi tout un chapelet de qsour anciens qui ont gardé leur authenticité. C'est Oui, vraiment une très belle région. et puis il y a beaucoup de récits dans cette région. Il y a de la littérature aussi. Absolument, absolument. On peut parler de pas mal d'écrivains qui sont passés par cette région et tout. En parlant de littérature, je voulais rendre hommage à ceux qui ont fait dans les années 80, vers 87, 88, 89, les poésiades de Béjaïa, avec Tahar Jaout, avec Jamal Amarani, avec Farid Mamri, avec Abdelaziz Yessaad, qui était parmi les fondateurs de ce moment. C'était l'association Soumam de Béjaïa qui a instauré ces traditions littéraires où il y avait des poésiades. Et c'était un festival international avec Abdelaziz Yessaad qui vient de nous quitter, qui a été enterré hier à Tazmalt et qui a commencé déjà par lancer une revue Rivage. C'est une revue littéraire. Elle était à l'époque, c'était rognotypé, mais en anglais. Elle était dans 4 langues, arabe, français, tamazight et anglais. C'est extraordinaire à l'époque avec un compagnonnage comme ça d'artistes, etc. Ils sont arrivés à faire un moment solennel pour la poésie, pour la littérature. On le voit, Allah yarhamou. Il y avait également notre ami, Allah yarhamou, Arzq El-Arbi qui nous a quittés hier. Hier, il y avait le film Macherou qui a été projeté Canal Algérie en son honneur dans le cadre de l'émission Ciné-Thématique parce que lui aussi, il était dans excellent scénographe, oui, excellent scénographe et costumier pour des films prestigieux. Donc, on citera La Colline oubliée, la Montagne de Baïa. La Montagne de Baïa, aussi une œuvre remarquable. Mais c'était quelqu'un qui a touché aussi à la poésie, à la littérature, au court-métrage, notamment avec Sebti Allah Rahmou, avec Jamal Amarani, avec Farid Mamri, avec Ol Bsir. Donc, toute cette génération, à l'époque, ils avaient 20 ans, ils ont réussi à lancer ce festival et cette revue, donc c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et parlant de littérature toujours, et notre cœur est pour nos frères palestiniens, puisque l'un des grands poètes palestiniens qui a lancé cette opération Nahnu lasna arqam, nous ne sommes pas des chiffres, a été tué par le 62e jour de bombardement. Rifat al-Ar'ir est mort et il a laissé un poème extraordinaire. Il y a un grand acteur anglais, Brian Cox. Nous allons écouter vraiment, c'est très très fort It must be die en fait. In kana alayna an namut. Donc nous allons écouter ce passage de Brian Cox qui rend hommage à Rifat al-Ar'ir. I Must Die by Rifat al-Ar'ir, November the 1st, 2023. If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Voilà, it must die, donc it must be die, donc de l'Ar'ir qui est décédé et qui maintenait en fait la littérature. Elle était là, en même temps il subissait les bombardements. Donc en plein bombardement, il vivait donc dans un village Shuja'iyya, d'ailleurs, ça s'appelle Shuja'iyya. C'est Shuja'iyya, il était dans ce... évocateur. Il a perdu une bonne partie de sa famille et puis il pouvait partir, il pouvait quitter, il avait les moyens, il enseignait à Londres et tout, mais il est resté, il a fait face à l'armada, j'allais dire, titanesque, tout ce que oui, les Israéliens ont, j'allais dire, plus que tentative génocidaire, plus que ça, parce que non seulement ils tuent, après les gens deviennent une arithmétique macabre, et puis le rouleau de l'oubli commence à fonctionner, et on demande aux gens, il n'y a rien eu. Enfin, c'est pas nous, il n'y a rien eu, c'est voilà. Et pour terminer, donc la dernière fois, j'ai déclamé un poème, j'ai essayé de donner quelque chose de moi-même, moi aussi, donc de dire un poème. Je vais essayer de le déclamer. Vos spectres, vos cauchemars vous rumineront à la belle étoile dans un songe du néant. Qasim, Ahmed, Ismaïl et ses années-lumière psalmodiant la chute de vos talismans et de vos scients. Dans de lait scieront vos tanks, ils seront maîtres des scients. La malédiction des babillages hanteront kibbutz, âme et sien. Le temps filera des terres et des cieux pour narrer aux vivants le ridicule, invincible petit pion. Merci. Merci à toi, merci infiniment. En tout cas, Jawed, ici présent, a aussi fait, comment dire, ses premiers pas, j'ai l'impression, en poésie, à travers votre roman. On retrouve des bribes de cette Odyssée de Nadir, c'est vous qui l'avez composé. Donc évidemment. Lui, il titille la rime, mais vous le faites en fait pour lui. Certes. Est-ce que c'est un exercice difficile? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. D'accord, donc vous êtes déjà poète. Voilà, c'était ma première forme d'expression et donc elle traverse constamment mes ouvrages et c'est une forme à laquelle je tiens beaucoup parce que soi-disant elle est désuète et j'essaie de faire en sorte justement de montrer qu'elle est tout sauf désuète et d'ailleurs Feu l'Ar'ir l'a bien montré que c'était aussi une arme qu'on pouvait
agiter à la face de l'impérialisme quand il n'y en a pas d'autres et quand on est lâché justement par tous les leaders du monde libre. Absolument. En tout cas, la parole, le verbe sont vos outils dans cette trilogie, le culte du ça. Donc, dont on a vu aujourd'hui, on a parlé essentiellement de Misère de la littérature, qui est le dernier, la troisième partie de cette trilogie. Et dans cette trilogie, justement, vous dénoncez quelque chose qui est important apparemment pour vous, le néocolonialisme. Oui, sous toutes ses formes. Surtout ce qu'on commence avec Edouard Saïd, c'est très important. Absolument. Certes, la domination, les dominés, le rapport du dominé au dominant. Mais comme son nom l'indique, le néocolonialisme ne s'appuie plus sur une occupation militaire et sur une guerre kinétique. Fondamentalement, il s'appuie sur ce qu'on a coutume d'appeler le soft power. Or, l'un des éléments fondamentaux du soft power, c'est la littérature. C'est de travailler sur les représentations qu'ont les gens dans leur tête. Or, le domaine où on peut le faire par excellence, c'est la littérature, en recrutant ce que Edouard Saïd appelait des informateurs indigènes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des discours racistes, essentialistes, suprémacistes, que l'Occident n'ose plus tenir, mais si c'est l'un de nous qui le dit, écoutez, si c'est un indigène qui le dit, ça doit quand même être un petit peu vrai. Voilà. Et donc, on le fait tenir par des supplétifs locaux. Merci infiniment pour cette précision, Jawed Rostom Touati. Donc, on a été ravis de vous recevoir pour Misère de la littérature. Bonne continuation, bonne chance pour cet ouvrage. Il continue de dialoguer.